Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eddy, qui totalise 57 diagonales, dont 12 cette année et 6 d'affilée. Bonjour Eddy, peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, oui, je me présente, Eddy Le Bérigot, un eurodiagonaliste. Je suis né en 69, je suis un breton, plutôt du littoral. J'ai fait mes études en Bretagne et j'habite maintenant dans le nord, près de Lille, depuis une vingtaine d'années. Je ne suis pas un historique du vélo, car j'ai commencé le vélo il y a à peu près une douzaine d'années seulement. Même si j'ai eu une jeunesse un peu sportive, j'ai recommencé le sport à la quarantaine, en faisant des longues distances, en randonnée montagne, en marathon, course à pied, et puis après en vélo. Donc j'ai fait les BRM, les diagonales, les Paris-Brest-Paris, Saint-Jacques, etc., etc. Merci Eddy, quelle est ta première diagonale ? Ma première diagonale, c'est Dunkerque-Menton, la route des Téméraires. Donc en fait, j'ai commencé le vélo en 2011 en achetant un vélo. Et donc je me suis testé toute l'année 2011 sur les longues distances, notamment la série des BRM. Et puis j'ai dévoré énormément les récits des diagonalistes de l'amicale des Diagonales de France. Et donc j'ai adoré ces récits qui m'ont donné plein de rêves d'aventure et des objectifs à atteindre. Et donc souvent ça m'a donné l'envie de réaliser ses rêves et ses aventures à travers ces récits, et notamment les récits de Gilbert Jacon, qui est un peu mon mentor S-Diagonale, qui a réalisé notamment aussi les études d'itinéraire des diagonales, qui s'appelait les routes diagonalistes, qui étaient sur le site de l'Amicale des Diagonales de France, et qui glissait souvent quelques provocations que j'ai pu retenir et réaliser par la suite, notamment sur Hendaye-Menton. Il avait écrit les archives contiennent en particulier une feuille de route par le Tourmalet et le Ventoux, ainsi qu'une autre dans l'autre sens par le Ventoux et l'Égual. Et donc pour mes 50 ans, en fait, j'ai fait un triangle avec Hendaye-Menton en passant par le Tourmalet le matin, l'Égual le midi et le Ventoux le soir, voilà, sur 2 jours. Donc il y avait plein de souvenirs avec un beau détour de 200 km et en multipliant la dénivelée par 2, mais c'était vraiment extraordinaire. Mais revenons à ma première diagonale. En fait, il avait aussi écrit dans son récit de Dunkerque-Menton, je cite, on trouve aussi des itinéraires qui sont de véritables défis sportifs. Par exemple, les 2 diagonalistes qui, au départ de Menton, empruntent les grands cols alpins, Bonnette, Vars et Galibier. Il est possible qu'un jour, un diagonaliste roi de la montagne y ajoutera l'Izoard, la Madeleine, les Aravis, la Faucille, un défi immense. Et à partir de là, je me suis dit que ma première diagonale serait Dunkerque-Menton, donc la route des Téméraires, en prenant effectivement en solo, faire Dunkerque-Menton aller-retour, mais à l'aller, effectivement, faire cette provocation de Gilbert Jacon. Et donc, effectivement, de m'enfiler par le Jura, la Faucille, les Aravis, la Madeleine. Donc ça, c'était une journée à presque 5000 mètres de dénivelé. Et puis d'enchaîner après sur le Télégraphe, le Galibier, le Lautaret, l'Izoard, Vars, la Bonnette. Une journée à 6000 de dénivelé. Et pour finir par Saint-Martin, Turigny, Castillon. Et donc effectivement, c'était cette première diagonale qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc qui m'a permis aussi de mieux me connaître moi-même et de la façon d'optimiser aussi cette aventure qui était cette diagonale. Et donc, puisque ça n'a pas été forcément facile, puisque j'ai appris beaucoup sur cette diagonale,
D'une part, je suis arrivé avec une demi-heure d'avance par rapport à ce que je fais maintenant, j'allais dire. C'est quand même... Enfin, je suis revenu... C'est des délais assez courts à l'époque. J'ai connu des gros orages dans le Jura, des dénivelés pas possibles, enfin, etc., etc. Un vélo trop chargé, j'ai éclaté un pneu à 20 km de l'arrivée. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup appris sur sur cette première diagonale et sur les erreurs que je ne commets plus. Et je passe maintenant des diagonales beaucoup plus tranquilles. Voilà, en tout cas, un grand merci à Gilbert Jacon, qui a su me faire rêver et avec qui j'ai partagé cette réalité sur Strasbourg, Hendaye Strasbourg en 2021. Il habite à Beaune et c'est un grand monsieur des diagonales, même si maintenant je crois qu'il doit avoir 86 ans, mais la dernière fois que je l'ai vu, il était bien en forme, donc effectivement... première diagonale en 2012 par un aller-retour. Donc j'ai toujours fait des diagonales au moins par deux. Et progressivement, à force d'expérience et d'habitude, je réalise très souvent maintenant des triangles par 3 ou par 4. Et même effectivement cette année, 6 d'affilée. Donc effectivement. Et tes 6 d'affilée, c'était lesquels? Alors les 6 d'affilée, c'était Dunkerque, Perpignan, Perpignan-Brest, Brest-Menton, Menton-Brest, et puis le retour en fait, hein, Menton-Brest, Brest-Perpignan, Perpignan-Dunkerque. Voilà. Quelques 57 diagonales après, ta première, 57 donc en 11 ans. Ça, 12 la ans, première ouais. était en 2012, 11-12 ans. Ouais. Comment maintenant, avec l'expérience que tu as, comment tu construis ta feuille de route? Alors, rien de novateur, hein. Le processus est relativement simple, même si chez moi il est un peu chronophage parce que j'aime bien construire le parcours. En fait, ça fait partie du plaisir de réaliser une diagonale, de maturer le projet, de se poser plein de questions, de savoir si on est capable, si on va s'arrêter là, franchir tel col, enfin, etc., etc. Donc, effectivement, ça se mature. Donc, je passe énormément de temps à préparer la diagonale. Bon, c'est peut-être un côté aussi pour me rassurer et pour être dans la maîtrise. Mais effectivement, je prépare. Donc, généralement, en fin d'année, comme actuellement, je fixe l'objectif et le programme de l'année qui arrive. Et donc, effectivement, si mon objectif, par exemple, c'est de terminer un cycle de 18 diagonales, donc j'ai à faire X diagonales et je prévois mon programme avec mes séries de diagonales pour atteindre cet objectif-là. Donc, alors, une fois que j'ai fixé les diagonales en question, je retourne vers mes fiches de route anciennes, puisque c'est vrai que quand tu as l'habitude un peu que tu as fait plus de 50 diagonales, en fait, tu vas revoir comment tu t'es organisé pour faire le même parcours, parce que généralement tu fais les mêmes parcours, enfin à peu près les mêmes parcours, et donc effectivement tu les adaptes par rapport à des heures de départ ou par rapport à là où tu veux dormir. Par exemple, sur le dernier Brest-Menton, Menton-Brest, je suis allé dans un hôtel en dessous de Montluçon, qui est pas recommandable en tant que tel, et donc effectivement je me passerai d'y retourner, et donc effectivement je vais adapter ma fiche de route pour pouvoir aller dans un autre endroit, un autre hôtel, en passant par un autre parcours, parce qu'en fait il y a des endroits en France, hein, c'est un peu la diagonale du vide, où t'as pas d'hôtel, où les hôtels sont très espacés, enfin t'as pas de service, t'as pas grand chose, donc en fait ça t'oblige souvent de faire 50 ou même plus de kilomètres. Donc effectivement tu adaptes ça, et une fois que j'ai fait à peu près ma feuille de route, et ben je fais mon parcours sur Open Runner. Donc là, soit je réutilise mes anciens parcours, ou soit je refais des parcours avec une feuille de route basée sur 24 km/h. Enfin bon, je mets ça d'office, mais effectivement, à côté aussi, je fais mon propre roadbook
avec une moyenne de 25 km/h, donc 100 km tous les 4 heures, donc c'est un peu le tarif. Alors j'ai une limite quand même, c'est-à-dire que je fixe des journées de pas plus de 400 km dénivelé compris. Donc dénivelé compris, c'est-à-dire que je mets un kilométrage à la dénivelée. Par exemple, si j'ai une dénivelée de 3000 mètres positifs, bah, en fait, ça fait l'équivalent de 30 km. Et donc, ça fait l'équivalent d'une heure et demie de vélo. Et donc, effectivement, si j'additionne le kilométrage plus la dénivelée, ça me donne je me fixe un maximum de 400. Et donc, effectivement, ça me fait des journées de vélo. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais généralement de 350-360 km. Donc, voilà. Tu pars vers quelle heure le matin et c'est quoi ton schéma type de départ-arrivée? Alors, bah, ça dépend ça dépend des journées, mais généralement, je démarre à 3 heures du matin. Donc, lever 2 heures, départ 3 heures du matin, et j'arrive vers 19 heures maxi, voire avant. Donc, effectivement, ça me permet effectivement de bien récupérer aussi musculairement et puis de pouvoir dormir un certain nombre d'heures pour récupérer. Ouais. Tu indiquais 25 km/h, 100 km 4 heures, mais tu rajoutes des temps d'arrêt? Alors, dans ma feuille de route, effectivement, je prévois par contrôle, tous les 120 km à peu près, je prévois une demi-heure effectivement de battement, mais que je n'utilise pas forcément, puisque mon objectif, c'est vraiment de m'arrêter le moins possible pour arriver le plus tôt possible. Alors, je ne suis pas un acharné du timing, etc., mais le but, c'est vraiment de pouvoir arriver le plus tôt possible pour se poser et bien récupérer. Et donc, effectivement, je limite énormément les temps d'arrêt. J'essaye de maximiser les temps d'arrêt et de tout faire en même temps, et si possible pendant les contrôles. Comme ça, effectivement, ça évite de perdre du temps. Donc sur une journée de 300 km, 350, tu estimes ton temps d'arrêt total à combien? Oh, À peu près. alors, si les contrôles se passent bien, ça peut être même un quart d'heure, hein. Mais en tout? Oui, oui, tout à fait. Ah oui, non, mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de limiter un maximum. Et alors, si je fais 360 km, ça veut dire que j'ai 2 contrôles pendant la journée, et puis le troisième, c'est à l'hôtel. Donc, en fait, j'ai que 2 fois à m'arrêter. Donc, si j'ai repéré à peu près l'endroit où je m'arrête pour contrôler, etc., et si je m'arrête pas trop pour chercher de l'eau, etc., parce que j'essaye aussi d'être assez autonome en eau, bon, même sur 360, et puis ça dépend du temps, etc., mais effectivement, ça peut limiter grandement les arrêts et le temps d'arrêt. Ouais. Donc si on dit un quart d'heure sur 300 km d'arrêt en tout, comment tu gères l'alimentation? Bon, il y a chercher de l'eau, tu t'arrêtes, tu vas t'acheter des sandwichs, comment tu fais? Non, 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 je suis autonome, bah, justement pour limiter aussi le temps d'arrêt. Effectivement, j'ai tout sur moi. Donc j'ai l'alimentation solide, enfin les bars, etc., etc. Mais bon, et puis aussi des poudres, Hydrixir longue distance, enfin de Oversteam. Donc je fonctionne comme ça. Et après, oui, depuis le temps que je fais du vélo aussi, et puis des longues distances, j'ai pris l'habitude de pas forcément m'alimenter. Alors ça, c'est plus pour l'entraînement, hein. Mais par exemple, je suis capable de m'entraîner sur des 200 ou 300 km sans manger. Et de plus en plus sans poudre. Donc ça, c'est la force de l'habitude. Mais alors, en diagonale, je me force à manger. Donc dès 75-100 km, je me force à manger parce que c'est pas que j'ai faim. Mais en plus, ça allège les sacoches, les poches, etc. Donc je mange bien volontiers plus dans l'intérêt de s'alléger que forcément pour s'alimenter. Et puis après, bon, je crains quand même
comment dire, de pas, enfin que la performance en vélo baisse parce qu'il y a une absence d'alimentation ou d'eau, etc. Mais généralement, ça se passe relativement bien. Et tu t'arrêtes pour manger? Non, 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 je mange sur le vélo. Ah ouais. Alors, la vitesse peut baisser, mais effectivement, non, non, le principe, c'est effectivement de boire sur le vélo, de manger sur le vélo et de s'arrêter le moins possible. Ouais. Et le fait d'avoir le minimum d'arrêt, t'as pas des douleurs au niveau du corps? Comment tu luttes contre ça pendant des heures, la même position? Ben non, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, et même, j'allais dire, ça me fait peine de m'arrêter. Donc effectivement, je continuerai bien sans m'arrêter, bon, jusqu'à maintenant, après, ça peut changer, hein. Mais effectivement, non, non, pas, et puis pas de douleur particulière. Après, sur le vélo, je peux faire des assouplissements, je peux détendre mon dos, parce que j'ai des prolongateurs, et donc je peux détendre mon dos, les mains, etc., etc. Donc, et puis comme je porte mon autonomie alimentaire, effectivement, ça se passe bien. C'est-à-dire que tu ne fais aucune pause boulangerie, tu emportes ton autonomie alimentaire. Tout à fait. Tu Ah ouais. emmènes tout. Alors, je m'arrête dans les boulangeries des fois pour tamponner, Ouais. mais effectivement, enfin, si je peux et si le commerçant n'y voit pas d'inconvénient, je n'achète rien parce que de toute façon, ouais, je vais pas forcément manger. Je vais pas forcément manger. Est-ce que tu peux développer ce que tu amènes comme nourriture pour être autonome? C'est relativement simple, hein, c'est des bars. Enfin, tout vient d'Oversteam en Belgique, Bretagne. en Bretagne, à côté de Vannes, à Plescope. Donc effectivement, c'est des bars hyper protéinés aussi. Ouais, je prends des bars hyper protéinés pour la réparation des muscles. Et puis sinon, c'est les poudres. Les poudres où il y a plein comment dire, de minéraux et des différents sucres, etc., etc. Et quand je m'arrête aussi, j'ai un protocole de récupération, de récupération effectivement, avec des supplémentations aussi, enfin sur différents minéraux, etc. Donc effectivement, je prends tout ça pour équilibrer, mais enfin je mange pas beaucoup plus que ça en fait, hein. Donc même en arrivant à l'hôtel vers 19 h, tu vas pas au restaurant? Alors, quelquefois, si, mais si jamais dans mes parcours d'aventure, je descends au même hôtel, par exemple, je sais pas si je fais Strasbourg-Hendaye aller-retour, et que je descends au même hôtel à l'aller et au retour, et ben en fait, je m'envoie des colis dans lesquels il y a de l'eau, il y a des repas. Donc généralement, moi, les repas, c'est des poissons gras. Enfin, c'est des rillettes de poissons gras, des foies de morue, euh, enfin des choses un peu comme ça. Et puis tout ce qui est un peu médical, etc., etc. Dentifrice et tout. Mais en fait, dans ces cas-là, je suis autonome. Et là, c'est pareil, je suis pas tenu d'un temps de repas à partir de telle heure et qui va durer très longtemps, parce que souvent dans les restos, ouais, on peut pas aller manger avant 19h30, et puis effectivement, ils sont persuadés que si tu vas au resto, c'est pour prendre ton temps et que t'es pas sorti du resto avant 20h30, 21h, etc. Alors que si tu te lèves à 2h du matin, l'idéal c'est quand même de pouvoir même dormir à 21h. Et tu arrives à t'endormir à 21 h? Alors, pendant longtemps, j'ai pas réussi à ça, mais depuis quelques années, là, j'ai développé un protocole aussi. Et effectivement, j'arrive, par nécessité aussi, hein, effectivement, à me coucher vers 21h et à dormir à 21h. Donc, ce qui fait que, grosso modo, 21h, 22, 23, 24, j'ai au moins 5 heures de sommeil, avec quelquefois même une dizaine d'heures de repos musculaire. Donc effectivement, ça permet de bien récupérer et bien d'attaquer la journée
Avec suivante. au moins 300 voire 400 km la journée suivante. Ah oui, alors là c'est un peu, oui, c'est un peu le tarif. Alors c'est adaptable par rapport à la dénivelé, etc., etc. Mais effectivement, en vitesse, enfin en étape de croisière, effectivement, on est généralement sur du 300, 350, du 350, ouais, tout à fait. Bon, après, ça permet aussi d'être sûr par rapport au délai. Mais bon, après, moi, enfin, comme j'en ai fait 57, enfin, moi, quand je fais les diagonales, c'est pas une question d'atteindre le délai, en fait, hein. C'est plus une question de s'organiser pour enchaîner les diagonales et pouvoir récupérer le plus vite possible entre deux diagonales. Et d'ailleurs, souvent, quand j'arrive pour pointer à la fin d'une diagonale, en fait, j'enchaîne pour le début de l'autre, ou alors je fais des petites journées pour pouvoir récupérer, etc. Mais en ce moment aussi, parce que comme les jours de congé sont comptés, j'ai même tendance à faire deux demi-étapes sur la fin d'une diagonale et sur le début d'une autre pour pouvoir continuer l'aventure. Comment tu gères ton effort pour tenir autant de journées avec du grand kilométrage? Bah alors, enfin, la question se pose pas trop parce que moi, je trouve que c'est même plus facile de faire, d'être dans une routine de 300, 350 km par jour. Au bout d'un moment, en fait, il y a une routine et en fait, il n'y a plus aucun souci à faire ça. Parce que déjà, dans la tête, tu t'es dit que tu vas faire 6 diagonales d'affilée et que tu vas faire des journées à 350. Donc en fait, c'est la routine et ton corps et ton esprit ne te posent plus de questions en disant que ça va pas bien se passer, etc. Parce que de toute façon, tu es parti pour 15 jours, 3 semaines. Enfin, je sais pas si j'ai fait 3 semaines sur les 6 diagonales, mais tu t'es parti pour ça et donc c'est normal. Et justement, dans ce protocole routine, on parle beaucoup de protocole, mais c'est de dire qu'effectivement, il ne faut pas penser au passé, à ce que tu as déjà fait. Enfin, moi, je m'interdis un peu de penser à ça en disant ouais, je suis trop content parce que j'ai fait ça, etc. Non. Et puis, il ne faut pas penser non plus trop au futur en disant il me reste 3 diagonales à faire, etc., etc. Non, non, il faut vivre l'instant présent et enfin, moi, je me donne des objectifs à la journée. Déjà, quand on est levé, la journée est presque déjà faite. Et après, effectivement, le fait de se donner des objectifs sur les contrôles, mais aussi en dehors des contrôles, etc., et de saucissonner la journée en objectif, et finalement on arrive, et puis ben, on se pose bien, et puis ben, on recommence le lendemain. Pardon, tu indiques une journée autour de 350 km. Si je pense à Strasbourg-Brest, mes 400 km, 116 heures de mémoire, tu vas le faire en combien de temps, toi? En beaucoup moins que le temps qui est imparti? Alors Strasbourg-Brest, c'est pas 116 heures, c'est pas 116 heures. Brest-Menton. Pardon, Brest-Menton, Ouais. Brest-Menton. Ah oui. Bon, bah après, l'amicale des diagonalistes nous interdit de parler de temps. C'est juste. Mais bon, C'est juste. j'ai déjà fait Menton-Brest avec plus de 30 heures d'avance largement. Donc après, enfin voilà, mais il n'y a pas, enfin je veux dire, enfin, pour moi, mais pour beaucoup, hein, il n'y a pas forcément de difficulté dans les délais. Après, ça dépend des diagonales. Et souvent d'ailleurs, les diagonales courtes, Hendaye-Menton, Strasbourg-Brest, sont plus difficiles en termes de timing que les grandes. Et sur Brest-Menton, par exemple, on a largement le temps d'y arriver, hein. C'est peut-être la plus facile. Alors il y a un peu de dénivelé, ça dépend par où on passe, etc. Enfin, moi je passe souvent par l'Ardèche, parce que j'aime bien. Mhm. Mais 116 heures pour faire pseudo 1400 km, parce qu'on peut faire beaucoup moins. C'est hyper. Enfin, si on a le temps, c'est hyper facile, hein. C'est hyper facile d'atteindre l'objectif et de faire la diagonale. Pourquoi on peut faire beaucoup moins sur le 1400 de Brest au Menton? Euh, Parce qu'à l'origine, les diagonales ont été construites sur des kilométrages qui maintenant correspondent pas forcément à la réalité, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, hein. Mhm. Des fois,
Des fois, il faudrait peut-être mettre plus, et puis des fois, il faut peut-être mettre moins. Et puis après, selon par là où on passe, effectivement, on peut, euh, on peut effectivement enfin, gagner. Alors moi, je n'ai pas en tête combien je fais enfin, mon Brest-Menton, hein, mais c'est moins que 1400, je pense, ouais, tout à fait. Alors, quand on arrive à faire des successions de diagonales, quasiment sans s'arrêter, comment tu t'entraînes? C'est quoi ton entraînement? Bon, alors, déjà, euh, je m'entraîne que les week-ends, hein, parce que je travaille, donc effectivement, je m'entraîne que les week-ends, les jours fériés, etc. Enfin, quand j'ai un peu le temps. Une de mes caractéristiques quand même, c'est je fais pas une sortie en dessous de 200 km. C'est-à-dire que, enfin, j'ai pris l'habitude là aussi, quand je fais du vélo, d'au moins faire 200 km. Donc effectivement, puis avec le D2 Codax, enfin moi j'avais fait le D2 Codax avant que ça s'arrête, etc. Mais effectivement, tous les mois de faire au moins 200, etc. Donc effectivement, bon, je m'entraîne comme ça. Et quand moi, c'est pas forcément une question de kilométrage pour être prêt, mais c'est une question de ressentir le corps et de se sentir prêt. Alors, on n'est pas. Avant de partir, on n'est jamais prêt, hein, mais enfin, tu sens quand même que ça sera possible d'y arriver. Donc, effectivement, généralement, je pars avec 3, 4, 5 ou 6 000 km. Enfin, ça dépend aussi des conditions, etc. Et puis aussi, enfin, l'hiver, je fais du home trainer et du cycling, enfin, etc. Donc, j'ai un peu de fond. J'ai un peu de fond. Mais donc effectivement, alors avant de partir en diagonale, j'essaye de faire 3 ou 4 semaines avant des week-ends à 500 km, c'est-à-dire un samedi à 300 et un dimanche à 200. 5 heures 13 heures, donc t'as l'après-midi pour récupérer. Donc à ce régime-là, en fait, ben, ouais, t'accumules pas mal et puis après ça. Mais bon, j'allais dire, faut pas se surentraîner non plus parce que faut mieux donner en diagonale que à l'entraînement, hein. Donc effectivement, c'est un peu ça le régime. Parle-nous de ton vélo. Alors le vélo. Alors déjà, enfin, l'équipement, c'est pas tout, hein, parce que l'objectif, c'est de faire un compromis entre la fiabilité, la légèreté, etc. Enfin, les enclumes, c'est bien pour s'entraîner, mais c'est vrai qu'en diagonale, faut mieux partir avec un vélo pas trop lourd, etc., etc. Enfin, plus on veut maximiser ses efforts, mieux c'est de partir avec un vélo assez léger, mais qui correspond à soi, quoi, en fait. Donc moi, d'abord, j'ai un vélo tout carbone, qui est le même vélo, enfin, j'ai fait mes 57 diagonales avec le même vélo. Donc c'est un Scott CR1 Pro, que j'ai acheté en 2011. Et donc effectivement, c'est mon compagnon de diagonale depuis le temps. Donc c'est du Ultegra, c'est un triple plateau avec une plaque à 52. Moi je suis un adepte du 52 parce que 50, enfin moi j'aime bien tirer que ce soit un peu difficile et forcé. Donc effectivement 52, c'est mon plateau. D'ailleurs, quand je fais des diagonales, je suis sur le 52. J'allais dire à 80, je sais pas, à 90% ou à 92%, je suis sur 52, et enfin le reste, enfin, j'utilise pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, bon, j'ai des roues Campa, donc j'ai eu longtemps des neutrons, voilà. Enfin, donc enfin, il faut investir dans des bonnes roues pour être efficace, hein, parce que le vélo, c'est une chose, mais les roues, c'est fondamental. J'ai la même selle que depuis 2011, hein, une Prologo Scratch 2011. Donc, j'ai des pneus Continental 5000. Enfin, voilà, mais bon, j'allais dire, faut
faut pas non plus, se mettre martel en tête, tout ça. Bah, moi, dans l'ensemble de mes diagonales, si j'ai crevé 4 ou 5 fois, et encore, c'est bien le tout. Donc, effectivement, il n'y a pas trop... Enfin, pour moi, il n'y a pas forcément de soucis. Il n'y a pas forcément de soucis sur tout ça. Donc, sinon, moi, j'ai pas d'éclairage dynamo. J'ai des frontales. Enfin, j'ai des frontales, j'en ai une sur le vélo, j'en ai une sur le front. J'ai pas mal d'éclairage arrière, etc. Mais donc ça passe, ça passe bien. J'ai des prolongateurs. Donc ça, c'est que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que c'est... Enfin, moi, j'adore, c'est une bonne chose. D'une part, parce que ça permet effectivement d'aller un peu plus vite, de gagner du temps, notamment quand il y a du vent. Donc en position aéro, à peu près 2 km/h en plus, de gagner 2 km/h. Et puis ça permet de se reposer les mains, de se reposer le dos. Ça permet de faire sécher du linge. Ça permet d'avoir un poste de pilotage où on peut mettre des compotes, où on peut mettre des barres, où on peut mettre pour les avoir sous la main plein de choses. Donc effectivement, ça c'est vraiment une chose très indispensable, maintenant indispensable pour moi. Après, moi je pars pas sans une visite de contrôle de mon vélociste, qui habite à côté, hein, donc effectivement qui contrôle un peu tout. Je pars pas sans des pneus neufs, mais c'est moi qui les achète, qui les installe. Je pars pas sans une chaîne neuve. Donc en fait, il y a une révision avec changement de... Enfin bon, après moi je pars pour des séries de 3, 4 plus diagonales. Donc effectivement, moi je pars jamais sans une révision et sans une chaîne neuve. Une chaise neuve. Ton vélo doit avoisiner au moins les 80 ou 100 000 km. Il a fait tes 57 diagonales, plus l'entraînement. Ah oui, oui, ouais, c'est sûr, oui, oui. Oui, il a fait les 57 diagonales, et oui, oui, tout à fait. Et puis au début, j'avais qu'un seul vélo, donc je roulais qu'avec lui. Non, non, mais tout à fait, mais après, j'ai pas compté. Il faudrait juste que j'aille chez Scott, qui m'en donne un nouveau, parce que, parce que je fais de la pub pour eux. Mais non, non, mais bon, les roues ont été changées, les plaques ont été changées, la roue, il y a plein de choses qui ont été changées, bien évidemment. Mais effectivement, au niveau du cadre, etc., ça sert à rien pour moi de changer, d'acheter nouveau, etc., etc. Bon, après, là, c'est un frein patin parce que c'est un vélo 2011. Je sais pas, si jamais je me mettais à faire des diagonales avec un nouveau vélo, effectivement, ça serait sans doute frein à disque, pneus de 30 ou 32. Là, j'ai du 23 parce que mon cadre est un peu récalcitrant, notamment à l'arrière. Donc, effectivement, je suis obligé d'avoir du 23. Mais bon, ça passe, ça passe très bien. Et ça me ferait peine de me passer de mon beau vélo avec lequel j'ai connu tant d'aventures. Mais et puis tant de chutes aussi. Hein. Voilà, non, mais tout à fait. Hein. On en a connu des choses, donc, mais rien de grave non plus. Hein. Parenthèse par rapport aux chutes, comment se passe sur tes 57 diagonales la cohabitation avec les automobilistes? Plutôt bien? Oui, oui, oui. Alors sauf peut-être à certains endroits de France où ils sont un peu spéciaux, comme en Gironde ou tout ça. Non, ouais. J'ai plein d'anecdotes, mais non, non, sinon globalement, effectivement, ça se passe bien. Rouler la nuit, je trouve que c'est encore plus tranquille parce que il y a moins de monde et que c'est bien éclairé, etc. Donc ça va. Et puis non, la journée, moi, dans mes entraînements aussi, j'ai l'habitude contrairement peut-être à des collègues, qui évitent les routes à circulation. Moi, je prends les routes à grande circulation, je m'entraîne dans le trafic, alors je fais pas que ça, hein, mais effectivement, je prends aussi l'habitude d'être dans le trafic pour avoir des réflexes, etc. Et donc, non, non, ça me dérange pas. Bon, après, je peux pester beaucoup, hein, m'énerver, etc., râler. Oui, je fais quand même gaffe, hein, parce que notamment les anciens. Alors les anciens de 80 ans qui conduisent, là, c'est la
kata. Parce qu'ils ne te voient pas des fois. Ah oui, tout à fait, il te voit pas, il voit que devant, il roule pas vite ou très... Enfin bon, c'est... Non, c'est... Là, il faudrait sans doute faire quelque chose. Mais sinon, enfin, globalement, non, ça se passe bien. Bah, alors j'espère que ça va continuer à se passer bien, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est prendre des risques, mais en même temps, il faut aussi appréhender ces risques et avoir peut-être l'habitude de les prendre pour s'en sortir, c'est sûr, hein. Si on roule que à la campagne sans voiture, quand on arrive en ville, c'est un peu complexe, effectivement. On a parlé de ton vélo. Que peux-tu me dire sur ton chargement et tes vêtements? Alors, sur le chargement, plus ça va et plus je voyage léger. C'est comme en randonnée montagne. Au début, je partais avec 20-25 kilos de sac à dos. Maintenant, je pars avec un sac de trail. Et ben là, c'est pareil pour le vélo. D'abord, j'ai mon gros chargement. En fait, c'est un sac de trail. Et en fait, sur le dos, un sac à dos. Et donc là, j'ai toutes mes affaires, hein, mes réserves, alimentation, etc. En sachant quand même que dans la majorité, enfin pas dans la majorité des cas, mais souvent, je m'adresse des colis aussi quand je fais des allers-retours, que je descends dans les mêmes hôtels, etc. Je m'envoie des colis, donc effectivement, j'ai du ravitaillement qui arrive comme ça. Et sinon, effectivement, donc dans mon sac à dos, j'ai à peu près tout. J'ai deux sacoches pour le matériel, derrière la selle et puis sur le cadre, hein. J'ai une autre. Pardon, le matériel Le, mécanique? oui, le matériel mécanique, c'est-à-dire pneus, chambre à air, rayon, mais je serais peut-être bien incapable de changer un rayon, mais bon. Enfin bon, etc., etc. Enfin, et tout ce qui est pompe, etc. Plus les outils, les clés. J'ai aussi une cartouche, une seule cartouche pour si je crève pour réparer rapidement. Et puis, enfin voilà, donc ça prend deux petites sacoches. J'ai une sacoche près du guidon, enfin sur le cadre, hein, près du guidon pour tout ce qui est alimentation. Donc là, enfin c'est pas, elle est un peu plus grande, mais enfin je mets toute mon alimentation, etc. En dehors de mes bidons aussi, j'ai deux bidons d'un litre. Donc bon, ça pèse sur le cadre, mais bon là, comme ça fait 57 diagonales qu'on fait ensemble, ça doit pas peser trop. Et puis souvent même, des fois, je remplis pas tous mes deux bidons d'eau. Et il y a un bidon qui sert de réserve de poudre, en fait, de poudre pour les journées, pour les journées de vélo. Et puis sinon, enfin, comme je disais tout à l'heure, je mets comment dire, une bonbonne de poudre Oversteam sous mes prolongateurs, sous mon cadre. Et donc là, j'ai toutes mes affaires de pluie, qui sont disponibles comme ça et qui peuvent me servir. Donc, enfin voilà, j'ai que ça comme affaire en fait pour voyager, pour voyager. Alors, tu optimises ton chargement avec le minimum d'affaires, tu optimises tes temps d'arrêt. Pour continuer dans l'optimisation, comment tu navigues? Alors, bah, sur le vélo en plus, il y a un GPS effectivement. Enfin moi, en 2011 quand j'ai commencé le vélo, j'y allais un peu à la carte ou aux indications feuilles de route, etc. Des BRM. Et en fait, très vite, je me suis aperçu que, je sais pas, sur 200 km, je pouvais perdre au moins une heure sur la navigation. Donc effectivement, j'ai très vite opté pour un GPS. Et donc, je fais tout en GPS. Alors moi, j'ai un GPS, un Garmin e-Trex. En fait, c'est des randonnées, c'est des GPS de randonnée pédestre qui sont autonomes parce qu'ils sont à pile. Donc en fait, il suffit d'avoir un jeu de paire de piles avec soi et on est autonome. Et selon les conditions de froid et selon les piles qu'on utilise, je fais entre 700 et 1000 km d'autonomie sur le GPS. Alors par contre, c'est un GPS assez simple. Enfin, moi, j'ai pas de cartographie, j'ai juste une trace.
Mais enfin, c'est moi qui fais ma trace et tout, donc ça m'arrive de faire des erreurs, mais peut-être plus qu'avec avec un nouveau Garmin, etc. Mais en même temps, enfin, ça se passe bien, et puis je suis très content de mon GPS. Ouais. Et tu commences à connaître aussi les routes, j'imagine. Oui, alors oui, il y a il y a plein d'endroits, notamment sur les départs ou les arrivées, etc., où je coupe le GPS. Parce qu'effectivement, j'économise les piles et en fait, oui, il y a plein de parcours oui, que je connais, d'ailleurs que j'aime bien. Et alors ça, c'est rigolo parce que moi, par exemple, pour faire mes diagonales et pour faire les cycles des 18 diagonales, je suis obligé de faire certaines diagonales et de pas en faire d'autres. Et des fois, ça me fait peine parce que par exemple, sur Dunkerque-Candaille, aller-retour, enfin, je l'ai fait 8 ou 9 fois aller-retour. Enfin, donc, effectivement, parce que pendant le Covid, par exemple, c'était plus facile de partir de Dunkerque et puis tout ça, donc j'en ai fait plusieurs fois dans l'année, etc. Et donc, effectivement, je repense souvent à cette diagonale et j'aurais trop envie de la refaire. Mais en fait, si je fais 10 fois l'aller-retour Dunkerque-Candaille, et alors que j'ai des objectifs quand même d'atteindre des cycles, faut pas que je les fasse. Mais plus j'en fais, en fait, plus je fais une diagonale, etc., et plus j'ai envie de retrouver des endroits, des moments de cette diagonale que j'ai tant connue et que j'aimerais bien refaire. Donc en fait, et sur mes entraînements, c'est pareil. Sur mes entraînements, en fait, j'ai 2-3 parcours, mais enfin souvent je fais les mêmes. Et moi, ça me perturbe pas du tout de faire les mêmes parcours, les mêmes 200 km, etc. Enfin, je sais pas, même j'aime bien, ça me rassure et ça me gêne pas du tout de faire la même chose. Et parce que, en fait, pour moi, le vélo, c'est plus la connaissance du corps et de soi que de faire des kilomètres ou des choses comme ça. Donc, peu importe les kilomètres et les parcours, en fait. Tu pourrais presque faire une diagonale sans GPS, Dunkerque-Candaille. Ouais, alors bon, j'ai besoin d'être assuré, donc je prendrais peut-être le GPS, mais c'est vrai que j'y ai même déjà pensé, hein. J'ai pas osé le faire, mais effectivement, après le GPS, ça repose aussi, parce que voilà, tu te dis, t'as pas besoin de regarder partout les panneaux, etc. Tu suis ta trace, et donc c'est assez confort quand même. Tu mets ton énergie dans le pédalage et tu mets pas ton énergie à regarder partout, etc. Voilà, on regarde les paysages, on regarde les sites intéressants, etc. Mais c'est vrai que bon, sur 15-16 heures de vélo, si tu regardes le nez au vent, les paysages pendant 16 heures, ouais, t'as besoin aussi de te concentrer sur des choses un peu basiques, etc. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien ce côté mécanique basique. Avec une expérience plus qu'avérée maintenant de ces 57 diagonales, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite faire sa première diagonale? Un conseil pour une première diagonale? Déjà, il faut se lancer. Faut pas avoir peur. Enfin, moi, sur le site Facebook de l'Amicale des Diagonales, liste de France, à chaque fois que, je sais pas, on affiche que des saristes nous prennent en photo, etc. Il y a toujours des gens qui disent ah oui, j'aimerais tant faire ce que vous faites, etc. Bientôt je le ferai, etc. Je dis mais non, mais faut y aller, hein. Faut se lancer. Faut pas avoir peur. Puis après, on apprend de nos erreurs, hein, comme moi j'ai fait, etc. Et voilà. Bon, après, faut mieux réussir. C'est rassurant. Enfin, moi, j'ai jamais abandonné, j'ai réussi 57 fois, donc je suis content. Mais après, ça peut arriver, hein, et c'est pas grave, hein. Donc il faut se lancer. Et enfin, moi, je dirais, lancez-vous en solo, parce que c'est vrai que pour une première diagonale, mieux se connaître soi-même, connaître son corps, ses réactions, etc., c'est peut-être plus facile tout seul qu'en groupe. Après, ça n'empêche pas d'en faire un groupe, mais effectivement. Et le fait de réussir une diagonale, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, etc. pour recommencer. Donc effectivement,
il faut y aller. Donc il faut arrêter de se poser trop de questions et il faut se lancer. Il faut se lancer. Pour réussir, il faut se lancer. Il n'y a pas à dire. Donc il faut être aussi, enfin moi, soyez imprudent. Non pas sur la route, hein, mais soyez imprudent dans le sens osez vous lancer sans forcément une organisation parfaite, parce que de toute façon ça n'existe pas. Et puis vous serez en apprentissage quelques diagonales, mais après ça va s'améliorer progressivement. Et puis la réussite sera assurée. Donc, hein. Et comme disait Mark Twain, j'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie, mais dont la plupart ne sont jamais arrivés. Donc c'est-à-dire qu'il faut surtout pas se dire, se monter la tête avec des problèmes qui ne vont pas arriver. Et d'ailleurs, enfin, si on arrive à en faire 50 ou certains plus ou moins, c'est qu'en fait on s'est lancé et qu'on a vu que c'était extrêmement possible de faire des diagonales. Donc allez-y. Quels sont, Eddy, tes projets pour 2024? Alors les projets pour 2024, c'est de faire une diagonale de club avec le cyclo-club d'Orchy. Donc effectivement, nous avons décidé de réaliser une diagonale de club. Alors, à savoir, on ne sait pas exactement combien on sera, mais peut-être une dizaine. Pour pouvoir, normalement, on devrait faire Hendaye-Dunkerque. On pourra faire un accueil près d'Orchy, près d'Orchy. Et donc là, on est en train de réunir les forces vives, etc. Donc il y a déjà des gens qui se sont déclarés, dont moi, hein. Et donc effectivement, ça serait au mois de mai. Et donc un peu sur le modèle de l'Audax Club Paris et de ce qu'avait organisé Elisabeth Lavaille. Donc effectivement, alors normalement, on n'a pas le droit de faire en groupe les diagonales, etc. Mais on pourrait faire 2 groupes, etc., etc. Et donc de faire de cette diagonale collective, puisque le Cyclo-Club d'Orchy est quand même assez novateur en organisant en 2010 les 18 diagonales de suite, etc. Et donc là, ben, on reprendrait un peu le flambeau de l'Audax Paris pour en faire une en collectif. Donc ça, c'est un projet collectif. Et toi, des diagonales personnelles ou d'autres projets en 2024? Oui, le programme est en train de se monter, donc effectivement. Alors, enfin, je vais en faire plusieurs en mai, parce qu'il y a plein de ponts. Donc, effectivement, et pour limiter les journées de congé, etc. Donc, effectivement, donc, je ferai une période en mai, et puis voir comment j'enchaîne aussi avec celle du Cyclo-Club d'Orchy. Donc, ça, c'est pas encore calé. Donc là, j'en ferai plusieurs. Et puis en septembre également, j'en ferai. Bah, l'objectif cette année, si je peux, ça serait effectivement de conclure un 3e cycle de 18. Donc effectivement pour cette année 2024 qui arrive. Ce qui t'amènerait à combien de diagonales fin 24? 66, comme les Pyrénées-Orientales. Et bien sûr, la question se pose, Si tout se passe bien. tu souhaites en faire combien en tout à un moment? Ah, alors déjà, atteindre au moins 69, parce que c'est mon année de naissance. Et après, non, je pense que l'objectif, c'est de continuer. Après, j'ai pas... Enfin, je sais pas. On verra. Une centaine? C'est un joli chiffre. Bah, tout à fait. Des chiffres ronds, c'est bien. Donc, voilà, non, mais après, il faut aussi que la santé soit là, que le temps et l'argent aussi, parce que enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais partir pour 6 diagonales en payant les hôtels, etc. Enfin, c'est un budget, enfin, c'est un budget vacances, c'est un budget financier, enfin, etc. Enfin, c'est pas non plus anodin. Alors après, moi, je concentre aussi mes diagonales en peu de temps, enfin, en peu de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, je limite grandement les hôtels, je limite grandement les jours de congé, enfin, etc. Je tire au maximum pour pouvoir limiter tout ça. Mais c'est vrai que bon, c'est des aventures qui sont indispensables à la vie, à mon avis, et qui donnent du sens à la vie, mais qui nécessitent quand même un budget relativement important. Moi, je compte à peu près 100 € par jour.
Enfin, que ce soit hôtel, réparation, vélo, pas pendant les diagonales, mais avant, alimentation, etc., etc., c'est à peu près une centaine d'euros par jour, quoi. Donc, c'est pas négligeable, hein. D'accord. Merci énormément, Eddy, d'avoir partagé ton expérience en toute transparence. Un grand merci également à tous les auditeurs d'avoir rejoint cet épisode, l'avoir suivi avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par mail à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo. Au revoir Eddy, merci. Merci.